Bon, mais bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce beau 5 décembre. On est déjà rendu, mon Dieu, au dernier webinaire de la série Enjeux et défis des entreprises fruitières de la relève, qui est mis de l'avant par le Centre d'innovation sociale en agriculture ainsi que le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité. Pour ce dernier volet, nos présentateurs Philippe Franquimbault et Geoffroy Ménard vous partageront les besoins et enjeux les plus fréquemment mentionnés de la part des entreprises fruitières de la relève en matière de mise en marché. J'en profite maintenant pour vous inviter à surveiller votre boîte courriel. Tout de suite après les fêtes, vous serez conviés à un événement qui est en préparation actuellement où on pourra poursuivre la réflexion et travailler, collaborer ensemble à mettre sur la table des solutions innovantes qui vont venir soutenir les enjeux qui sont majoritairement mentionnés par les entreprises la relève, mais qui devront être priorisés. Euh, J'en profite également pour remercier, bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, dont la contribution financière permet la présentation de ces webinaires, mais également de l'ensemble du projet de recherche-action sur lequel nos présentateurs, nos chercheurs travaillent actuellement. Avant de passer la parole à nos chercheurs, encore une fois, je tiens à rappeler que ce webinaire est enregistré pour rediffusion ultérieure. Donc, vous êtes avisés. Après la présentation des résultats, évidemment, il y a une période de questions qui va suivre. Notre équipe, par contre, est là en soutien. Si toutefois vous avez besoin qu'on éclaircisse certains propos dans le moment, ils vont être là en soutien pour répondre aux questions au fur et à mesure dans l'onglet Conversation. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. Je passe la parole à nos chercheurs Philippe Franquimbault et Geoffroy Ménard. Merci, Kathleen. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là encore une fois en cette belle journée sous la neige. Donc, voici un peu le plan de match pour aujourd'hui. On va faire une petite mise en contexte. Bref, retour sur le portrait des entreprises qui ont participé au projet. Aujourd'hui, on discute des enjeux et défis de la mise en marché. Puis, on va essayer de se garder du temps pour une période de questions et d'échanges. Donc, voici le projet en cours. Comment favoriser l'établissement, le développement et la pérennisation des entreprises fruitières de la relève. Ce qu'on cherche à faire, c'est de faire lumière sur les principaux enjeux et défis qui sont spécifiques au démarrage en production fruitière dans la première partie. Ce qu'on vous présente dans les webinaires, c'est les résultats de cette étude. Puis, dans l'année prochaine, en 2025, on va être beaucoup à travailler à co-construire des solutions là, pour répondre à ces enjeux-là. D'où la mention sur l'événement au mois de mars qu'on vous invite à participer. Si vous voulez plus de détails sur toute la méthodologie du projet, on l'a présenté dans le webinaire numéro 1 sur la viabilité financière des entreprises. Donc, nos partenaires de recherche, le Crédit Tao en Outaouais, la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille, Culture Innove et le Motel agricole des Basques, je pense que c'est important de les mentionner. Puis, je passe la parole à mon collègue Geoffroy qui va vous faire un petit retour là, sur le portrait des entreprises. Même chose pour si vous voulez le portrait complet, ça a été présenté dans le webinaire numéro 1. Voilà, bonjour. Je vais vous présenter les éléments là, qui me semblent importants là, à avoir en tête quand il est question de mise en marché des entreprises fruitières. Donc, premièrement, notre échantillon, en tout cas pour tout ce qui est les chiffres qu'on vous présente, là, est de 25 entreprises. Presque toutes sont en démarrage. On aurait essayé d'en avoir plus qui étaient en reprise, mais voilà, on n'a pas réussi à en obtenir. Quant aux éléments que Philippe va présenter qui proviennent des entretiens, il y avait eux autres 16 entreprises participantes, je pense, des producteurs et des intervenants. Donc, je vous présente les chiffres qu'on a obtenus là, avec la collecte de données auprès des entreprises. En ce qui concerne la diversification, environ la moitié des entreprises qui font autre chose que des fruits. Ici, là, dans le graphique, c'est pour chaque nombre, dans l'axe vertical, le nombre de cultures faites sur l'entreprise.
On a un plus grand nombre qui fait seulement une culture. Puis en jaune, là, il manque l'identification. Là, non, non et oui, c'est est-ce qu'ils font des fruits seulement. Donc oui, c'est quand l'entreprise fait uniquement des fruits. Vous voyez donc c'est assez divisé. Mais pour les entreprises qui font entre 4 et 5 cultures fruitières, là, celles-là ne font pas autre chose que des fruits. Mais sinon, c'est à peu près moitié-moitié, là, les entreprises qui font strictement des fruits et celles qui font autre chose. La plupart du temps, là, autre chose, ben, c'est des légumes. Euh, euh, Environ le 2 tiers des entreprises, ben, des cultures en fait, parce que la certification biologique, c'est par culture. Mais ben, environ la moitié là, des entreprises qui ont des cultures bio. Donc, en termes de nombre de cultures, là, c'est ça. Donc, c'est divisé encore une fois. Puis ici, là, je vous présente chacune des cultures. On avait des conventionnels et des bio dans chacun des fruits qui sont produits par nos entreprises dans notre échantillon. Euh, les fruits cultivés, ben, c'est la liste que vous voyez là. Je les ai mis en nombre d'importance. Là, en rouge, on a le nombre de parcelles. Fait que chaque fois qu'une entreprise fait un des fruits, ben, c'est une parcelle. Et en gris, les superficies. Donc, on a quand même plusieurs entreprises qui faisaient chaque fruit euh, jusqu'au cassis, là, puis les affaires plus rares, la Roni, Kiwi, bon, ça, on avait juste une entreprise qui les faisait. Je passe rapidement parce qu'on a beaucoup de contenu aujourd'hui. Superficie par entreprise, c'était souvent autour d'1 hectare. Les Camrys, typiquement, on avait des parcelles là, de plus grandes de 2 hectares et demi environ. Sinon, ben, les fruits plus rares étaient plutôt là, un demi-hectare comme l'argousse, le raisin de table qui est quand même émergent, la poire, etc. Euh, je vais vous présenter, on va, oui, ben, c'est ça, on va faire un portrait un peu de quels produits sont commercialisés par les entreprises. Je vous ai montré les cultures, mais souvent, il y a des produits transformés là-dedans. Donc ici, je vous montre sur 23 entreprises, parce qu'on a exclu là, celles qui n'étaient pas encore en production, ben, c'est à peu près un tiers, celles qui font aucune transformation, donc qui vendent uniquement des produits frais. En rouge, c'est celles qui font des transformations à valeur ajoutée. Je m'excuse, mes étiquettes ne paraissent pas. Et un autre tiers, 10 entreprises font de la transformation, mais juste du congelé. Donc, ce n'est pas une transformation qui est à valeur ajoutée, parce que souvent, les produits congelés se vendent moins cher. La congélation, c'est plus un moyen de préserver les produits pour pouvoir étaler sa vente. Ce n'est pas une transformation qui ajoute de la valeur au produit, donc qui nous permet d'aller chercher une marge plus intéressante. Euh, donc, je vous montre pour chaque fruit sous quelle forme ils vont être commercialisés là, par les entreprises. Donc, la grande majorité vont être vendus frais. En deuxième, plus commun, ben, c'est la congélation. Puis, pour les transformations à valeur ajoutée, ben, on a le jus qui est le plus courant. Ensuite de ça, les confitures et les gelées. Puis, on a d'autres éléments qui ont été nommés seulement une fois, là, des tartes, des déshydratés, sirop, lyophilisés, etc. Euh, on a ici, je vous présente l'importance relative du format du produit en termes pour écouler le produit. Autrement dit, pour toutes les entreprises, je vous montre le premier chiffre, là, pour toutes les entreprises qui font de la camerise et qui la vendent fraîche, ben, le frais occupe en moyenne, va écouler en moyenne 74% de la proportion du fruit. Et pour celles qui font de la camerise congelée, ben, en moyenne, le congelé va représenter le quart de leur camerise. Donc, ben, à retenir de ça, on a quand même la congélation est très, très importante et les autres sont souvent marginales en termes de volume de produit là, qui est écoulé.
Ici, je vous montre les maximums qu'on a retrouvés chez des entreprises. Donc, dans certains cas, puis si on remarque le cassis très peu vendu frais, mais essentiellement vendu sous forme de confiture et de gelée. Euh, Puis on a le sureau et l'argousse qui se vendent pas frais. Bon, évidemment, c'est pas un fruit c'est pas des fruits qui sont très bons à manger comme ça. Et le mais, ils vont être surtout vendus congelés. On a observé une assez grande variabilité des fruits, tant d'une entreprise à l'autre là, que selon le canal de mise en marché. Donc, et des fois, là, les prix, bon, selon le canal, vont être vendus là, jusqu'à 65 ou même 164% plus cher. Donc, c'est très variable. Je laisse la parole à Philippe pour les constats qui nous sommes venus des entretiens. Parfait. Merci, Geoffroy. Euh, donc, ce qu'on voit comme enjeu au niveau du prix de vente, ce qui était rapporté par les entreprises, souvent, ce qu'on remarque, certains nous amenaient le fait qu'il y avait une concurrence parfois déséquilibrée, entre autres entre producteurs. On a mention que certains producteurs euh, ne vendent pas leurs fruits à des prix très élevés pour différentes raisons. Il y en a que c'est parce qu'ils ils maintiennent le prix depuis plusieurs années. C'est toujours aussi une question de relation avec la clientèle. On ne veut pas perdre des clients, donc on n'ose pas trop monter les prix. Donc, quand de la relève arrive avec des prix, ils font leur calcul, leur plan d'affaires, ils disent, bon, je devrais vendre à ce prix-là. Ben là, on a un déséquilibre. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est que on en a parlé dans les autres webinaires, certaines entreprises ne visent pas la rentabilité ou n'ont pas besoin de la rentabilité ou de se tirer un salaire de l'entreprise parce que c'est des projets de retraite ou quoi que ce soit. Donc, dans ces cas-là, des fois, on va voir que les prix sont un peu bas. Ça peut nuire là, à certaines entreprises de la relève là, qui essaient d'avoir un prix juste là, pour leurs fruits. Donc, ça nous était rapporté. Sinon, ben, évidemment, la concurrence avec les produits importés qui sont souvent à bas prix, dans des formats plus avantageux. Parfois, on pense à Costco, par exemple, ou carrément dans les épiceries. Ce que ça amène, c'est des perceptions au niveau des consommateurs. On entend dire ah ouais, mais les bleuets à l'épicerie sont à ce prix-là. Pourquoi je viens à ta ferme, puis je me déplace directement au site de production, puis je paye plus cher. Tu sais, c'est un peu étrange. Donc, des fois, les habitudes de consommation qu'on a développées dans les épiceries ou les supermarchés, mais ça change la perception qu'on a au niveau du prix des fruits. Donc, ça, les entreprises le vivent. Des stratégies qui ont été évoquées en lien avec ça, ben, d'essayer d'avoir peut-être des ententes entre producteurs d'une même région pour avoir des prix là, qui sont similaires pour diminuer cette espèce de compétition-là. Développer des collectifs de producteurs qui permettent de valoriser les prix. Une mise en marché collective, par exemple. Mettre en valeur les qualités gustatives de certains produits là, en termes de goût, conservation, etc. Ça a été évoqué. Puis, bon, développer des stratégies marketing là, qui est un aspect là, assez important là, dans la mise en marché. Par rapport à ça, l'équipe du CETAB ont comptabilisé un peu justement les méthodes utilisées. Geoffroy, est-ce que tu veux le présenter? Puis après, je vais continuer. Oui, c'est ça. On a demandé à nos 25 entreprises quelle méthode ils utilisaient pour se faire connaître. Donc, ce qui est de loin revenu le plus souvent, c'est les réseaux sociaux. Pour la plupart, Facebook et quelques-uns qui ont nommé Instagram. Ensuite de ça, les sites web d'entreprise. Les événements agrotouristiques régionaux, là, on pense ici au centre du Québec, on a les balades gourmandes, ou des fois ça peut être des foires. Donc, c'est des façons, là, en s'inscrivant à ces événements-là, organisés des fois par les MRC ou autres organismes de promotion. Pas beaucoup ont nommé utiliser des services professionnels, donc des photographes, des gens de marketing, graphistes, designers web, etc. Les infolettres.
ont été nommés par seulement 3 entreprises. Quelques-unes se font du matériel promotionnel. Euh, Sinon, ben, je vous laisse lire les autres. On leur a demandé aussi combien ils investissaient en marketing en temps et en argent, donc en moyenne. Là, puis j'ai écrit la moyenne élaguée. Moyenne élaguée, ça veut dire qu'on enlève les valeurs extrêmes pour pas que ça fausse trop la moyenne. Puis c'est pas tout le monde qui nous ont donné des chiffres non plus, mais en moyenne, là, les estimations étaient de 57 heures par année consacrées là, au marketing et une moyenne de 2000 $ de montant investi. Quand on parle d'investissement, ben, faire le site web initial, faire un logo, faire du matériel promotionnel. Ensuite de ça, ben, les dépenses annuelles, donc des paiements en publicité, en maintien de site web, par exemple. On est plus dans l'ordre de quelques centaines de dollars. On leur a demandé aussi combien d'abonnés ils avaient là, de Facebook, aux infolettes et sur Instagram. Donc, en moyenne, la plupart avaient autour d'un millier d'abonnés Facebook. Phil? Donc, on va parler un peu de transformation. On les questionnait sur les raisons pour lesquelles ils faisaient de la transformation pour les entreprises qui en faisaient. Ce qui ressort, bon, premièrement, valoriser les déclassés, les invendus. Évidemment, c'est une bonne façon de valoriser ces produits-là qu'on n'est pas en mesure de commercialiser. Offrir des produits ou faire des ventes, tu sais, en dehors de la saison de production, quand on transforme, que ce soit bon, de la congélation, confiture, etc., ça nous permet bon, d'écouler là, sur toute la saison potentiellement là, nos produits. Diversifier l'offre. Faire connaître la ferme. Des fois, on développe un produit d'appel qui va amener les gens à la ferme, acheter du frais, acheter d'autres choses. Donc, ça peut être une stratégie. Certains fruits doivent être transformés. On discutait en équipe cette semaine du fameux Paimbina qui doit absolument être transformé pour être consommable. Marge plus intéressante, c'est un débat qu'on a eu aussi à l'interne. Est-ce que la transformation nous amène des marges plus intéressantes? On pourra en discuter, mais dans certains cas, c'est ce qu'on vise. Le plus souvent, l'autocueillette va être le produit d'appel. Les gens viennent pour l'autocueillette et on va, au passage, leur vendre des produits transformés sur lesquels les entreprises estiment faire des meilleures marges. Merci, Geoffroy, intéressant comme complément. Euh, bon, les principaux défis au niveau de la transformation, évidemment, bon, ça ajoute une charge supplémentaire, donc ça prend du temps à faire la transformation. Parfois, il faut investir dans de l'équipement, donc des coûts associés à ça. Parfois aussi, nos volumes de production ne justifient pas les investissements ou de faire de la transformation, tout dépendant des productions. Donc, des réflexions qu'on avait dans l'équipe sur ça. Le fait qu'il y a une économie d'échelle à faire quand on fait de la transformation. Donc, pour des petits volumes, est-ce que ça vaut la peine? Quand on fait de la transformation là, en petits volumes, souvent, ça devient des produits plutôt artisans qui deviennent des produits plus chers pour faire nos frais. Donc, est-ce que les produits transformés artisans deviennent des produits de luxe? Puis là, on cible une clientèle particulière. Il y a toutes ces choses-là à considérer. Est-ce que c'est intéressant de sous-traiter la transformation? Dans certains cas, peut-être, tout dépendant évidemment du contexte. Mutualiser de l'équipement de transformation qui peut devenir intéressant considérant les coûts d'achat de ça. Donc, à gang où il y a des entreprises là, qui peuvent offrir ces services-là. Doit-on transformer pour être rentable en production fruitière? Bonne question. On a souvent ça revient, cette question-là. Moi, j'ai tout le temps un exemple en tête d'un projet de relève qui ont repris un verger, puis que s'ils prenaient l'entreprise telle quelle qui faisait de la vente là, de frais dans les épiceries, le plan d'affaires ne fonctionnait pas, considérant le coût d'achat de reprise. Donc, quand ils ont fait leur plan d'affaires, ils devaient faire de la transformation, là, notamment en alcool, mais pas seulement, pour arriver à être rentable. Donc, ça pose la question dans certains cas, est-ce qu'on doit transformer? Ça revient à la question de la rentabilité là, au niveau de la transformation puis des marges. J'ai essayé
de mesurer si on était capable de voir avec les chiffres qu'on a euh, la, je m'excuse, je suis confus parce que le tableau de droite était supposé apparaître seulement après. Euh, on a essayé de voir si bon, les entreprises qui faisaient de la transformation étaient plus rentables que celles qui n'en faisaient pas. Donc, je vous montre ici à gauche les bénéfices moyens des entreprises selon qu'elles ne faisaient aucune transformation, donc seulement du frais, qu'elles vendaient du frais et du congelé, ou en rose qu'elles faisaient des produits de transformation là, à valeur ajoutée. Et bon, en moyenne, oui, les entreprises qui faisaient des transformations, surtout celles à valeur ajoutée, là, avaient des bénéfices plus élevés. Cependant, on a un petit nombre, comme vous voyez, là, 5, 6 et 7 dans chaque groupe. Et pour voir, pour apprécier l'hétérogénéité des entreprises, je vous ai montré à droite là, les bénéfices individuels. Quand je parle des bénéfices en passant, étant donné qu'on a des entreprises qui sont en SENC, certaines sont des entreprises individuelles, d'autres incorporées, ben, je considère la rémunération des propriétaires et les bénéfices nets de l'entreprise comme les bénéfices totaux, disons. Finalement, c'est l'argent que les propriétaires de l'entreprise là, réussissent à se tirer. Donc, vous voyez là, qu'il y a des entreprises qui ont des bénéfices assez élevés, qui tirent la moyenne vers le haut, là, dans le cas des deux groupes de transformation. Et sinon, les autres ont tendance à se ressembler, là, à avoir des bénéfices assez bas, voire proches de zéro. Donc, je ne pense pas qu'on peut montrer là, un lien de cause à effet entre faire de la transformation et vendre seulement à frais ou congelés. On a des trop petits échantillons là, finalement pour euh, conclure, conclure ça. Maintenant, Donc, qu'est-ce qui guide les choix des canaux de mise en marché, Philippe? yes. Donc, les, les choix de canaux de mise en marché sont évidemment influencés par bon, la vision de l'entreprise, ils veulent aller où, mais aussi parfois selon leur capacité à produire, capacité à être capable de distribuer, ou etc. Fait que il y a une part qui est propre à chaque entreprise, évidemment. Après ça, ben, souvent, ce qu'on remarque, les entreprises qui cherchent à se démarquer, ils vont chercher à aller diversifier, aller chercher la valeur ajoutée avec des produits transformés, par exemple avec l'agrotourisme, pour arriver à atteindre la rentabilité. Euh, Parallèlement à ça, il y en a d'autres qui vont essayer de consolider leurs acquis, euh, bien établir et bien camper dans quoi ils sont bons, puis éviter là, de tirer à gauche, à droite, là, puis de se disperser dans nos efforts dans différentes activités. Donc, encore une fois, variable entre, puis là, ça parle aussi des types d'entrepreneurs puis des personnalités, je pense, là-dedans. Il y a aussi tous les enjeux qui sont liés aux marchés locaux, concurrence qu'on parlait tantôt, donc qui vont influencer les choix de mise en marché. Puis tout tout le monde était d'accord pour l'importance des circuits courts, de développer le circuit court, puis que c'est bon ça aide au niveau de la rentabilité, mais l'importance de développer ça, puis de maintenir ces achats locaux-là là, pour, pour le milieu. Je te passe la parole, Geoffroy. M'excuse. Oui, pour ce qui est de la diversité des canaux de vente, c'est très varié. Et en termes d'importance, à gauche, on a l'ensemble de la valeur des fruits produits par l'ensemble des entreprises dans notre échantillon. Et on voit qu'à droite, la vente directe, B2C, c'est pour business to consumer. Euh, un peu plus de la moitié là, de l'ensemble des fruits de nos entreprises étaient vendus en vente directe et le reste là, à des entreprises. Et à droite, on a une ventilation par canal de mise en marché. Donc, les plus importants là, sont
les ventes aux distributeurs et les ventes en autocueillette. Vous voyez ici là, les valeurs moyennes par entreprise. Donc, c'est vraiment parmi les entreprises qui commercialisent dans ces canaux-là. Donc, ça n'inclut pas là, les entreprises qui ont zéro vente à des distributeurs ou en autocueillette. Et ensuite de ça, ben, en ordre, c'est un peu plus marginal, là, mais marché public, producteur, des détaillants, donc des ventes à des magasins de détail, des épiceries. On ne parle pas ici là, de la vente aux chaînes. Eux, on va parler de distributeurs. Kiosque à la ferme aussi très courant et des fois ben, de la vente à des transformateurs, des entreprises là, qui font des produits transformés. Quand on parle de producteurs, ben, c'est de la vente à d'autres entreprises qui, eux, font de la vente directe ou qui pourraient les transformer. On a essayé de voir s'il y avait un lien entre la taille des entreprises et la diversité des canaux de mise en marché. Donc, puis ici, là, ben, on vous montre combien d'entreprises, c'est l'axe vertical, ont un certain nombre de canaux de mise en marché là, de gauche à droite. Donc, le plus grand nombre d'entreprises utilisent 4 canaux de mise en marché différents. Oh, Et attends un petit peu, Geoffroy, excuse, je pense que ça n'a pas suivi. Ah, je m'excuse, oui, c'est moi qui je contrôlais pas, puis Tu peux reprendre le contrôle pour les oui, prochaines. je l'ai pris. Donc, je répète, ici, là, on vous montre le nombre de canaux de mise en marché de gauche à droite et combien d'entreprises utilisent ce nombre de canaux de mise en marché. Le plus grand nombre d'entreprises, 9 entreprises sur nos 25, utilisaient 4 canaux de mise en marché différents. Et après ça, ben, ça varie, là, ça va jusqu'à 9 pour une entreprise et euh, les entreprises les plus spécialisées en termes de mise en marché utilisaient seulement un seul canal. Et ben, les couleurs là, nous décortiquent les entreprises, là, les ventiles selon leur taille. Ben, et ce qu'on peut voir, c'est que peu importe la taille, dans le fond, il y a des entreprises qui utilisent, qui ont une mise en marché très simplifiée ou, à l'inverse, beaucoup de canaux de mise en marché. Donc, pas de lien vraiment entre la superficie de l'entreprise et la diversification des canaux de mise en marché. On a essayé de voir aussi si les ventes étaient dispersées géographiquement. Euh, donc, on leur a demandé quelle distance ils parcouraient pour leur vente, pour aller livrer les produits à leurs clients. Et ben, souvent, là, ça va jusqu'à autour de 100 km. Une allait très loin, là, un peu plus de 250 km. Et un certain nombre, à peu près la moitié, était quand même assez rapproché, là, vendait à un rayon de 50 km. Quand on regarde par type de canal de mise en marché, ben, on observe que les producteurs vont aller loin pour vendre à des détaillants. Et à l'inverse, quand c'est des producteurs ou des transformateurs, là, ça a tendance à être ceux qui sont proches de l'entreprise. On voit les barres très courtes là, à droite. Les marchés publics aussi, les événements ponctuels, là, c'est des choses qui vont être de proximité. Les entreprises vont aller à ces événements-là ou au marché quand ils sont très près de chez eux. Puis, fait que c'est ça, autour de 500 km pour la plupart des entreprises là, qui vont être parcourues pour la mise en marché. On a essayé aussi de voir le temps de travail, combien de temps était investi dans la mise en marché. Euh, donc, vous voyez qu'on a à retenir de ça, c'est qu'il y a une très grande variabilité là, dans l'estimation du temps d'une entreprise à l'autre qui est consacrée à la mise en marché. Et ici, j'imagine, je m'excuse parce que c'est pas moi qui ai monté le graphique, j'imagine que c'est par semaine le nombre d'heures qu'on a ici. Euh, Puis, on a essayé de voir ben, par canal de mise en marché, est-ce qu'il y a une bonne différence? On peut s'attendre, par exemple, à ce que l'autocueillette, ça ne soit pas très demandant en main-d'œuvre, comparé au marché public, par exemple. Et bon, là, on a les heures là, qui nous ont été données par les différents producteurs. Donc, les détaillants
seraient ceux qui réclament le plus, qui exigent le plus de temps. Mais on voit aussi par les couleurs. Les couleurs, c'est les différentes entreprises qui forment l'échantillon. Donc, vous voyez que les barres de couleurs, il y a une très grande différence entre elles, là, même au sein des mêmes canaux. Et encore là, ce sont des estimations, donc c'est assez difficile d'essayer de sonder les entreprises et obtenir des données là, qui sont rigoureuses et qui sont comparables d'une entreprise à l'autre en termes de temps de travail investi dans une activité ou l'autre. C'est pas la première fois que je fais ça. J'ai essayé de le faire avec les maraîchers aussi. Puis on voit des très grands écarts dans les données qu'on collecte également. Bon, ici maintenant pour un portrait, bon, je pense que j'ai plusieurs de ces choses-là qui ont déjà été vues. Donc, comme on a beaucoup de choses à dire, je vais le passer. Vous aurez le loisir de le regarder là, avec le diaporama qu'on vous enverra par courriel. Maintenant, les constats. Philippe, si tu veux prendre le contrôle, on vous présente différents constats en fonction là, des types de canaux mis en marché. Yes. Bon, ce qu'on vous a fait sur cette petite diapo de Noël, c'est on est allé chercher les avantages et les inconvénients des différents canaux de mise en marché selon les entreprises et les conseillers qu'on a rencontrés. On voit que, bon, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les canaux de mise en marché. Je ne vais pas tous les passer, mais tu sais, par exemple, si on prend l'autocueillette, des fois, on voit ça comme une solution. Ah, on en parlait aussi lors du dernier webinaire quand on discutait de besoins en main-d'œuvre. J'ai de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Je vais faire de l'autocueillette, ça va régler le problème. Bon. Oui, ça peut réduire les coûts en main-d'œuvre, le recrutement, tout ça, mais bon, puis ça va attirer les gens sur place. Tantôt, Geoffroy en discutait, ça peut être l'appel, on vient pour l'agrotourisme, on vient pour faire notre autocueillette, pour l'événement, puis en même temps, on va acheter d'autres produits. Donc, c'est super bon pour l'engouement à la ferme. Parfois, l'engouement à la ferme peut devenir un défi aussi de logistique, d'espace. Est-ce qu'on a les stationnements, etc. Est-ce qu'on est capable de gérer cet engouement-là? Faut pas oublier que de l'autocueillette, les gens sont pas libres d'aller dans les champs faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut quand même soit de la main-d'œuvre, soit le gérer nous-mêmes. Il y en a qui vont nous dire qu'ils vont observer des bris au niveau des plants suite à l'autocueillette, notamment dans les pommiers. Les fruits, une bonne partie des fruits vont être laissés sur place parce qu'ils sont pas beaux, qu'ils ne sont pas vus, etc. Donc, il faut quand même aller récolter par la suite, etc., etc., etc. Donc, puis, c'est comme ça pour à peu près tous les canaux de mise en marché. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est selon notre capacité, selon ce qu'on a envie de faire aussi, d'aller multiplier un peu les canaux de mise en marché. Évidemment, quand on se met à faire tous ces canaux de mise en marché-là, ça devient un peu fou. Donc, je pense pas que personne ne fait tout ça non plus, mais c'est de trouver un équilibre là-dedans, puis c'est très variable selon l'entreprise. Puis, on le voit depuis le début dans ce qu'on nous présente, dans ce qu'on vous présente, ce que Geoffroy a présenté aussi, c'est qu'il y a quand même une grande variabilité dans ce qui ressort, là. Donc, il y en a qui en font l'autocueillette, il y en a qui en font pas, il y en a qui vont aller au grossiste. Des fois, c'est des choix, tout ça. Donc, il faut quand même bien réfléchir à tout ça quand on fait notre plan de mise en marché puis notre plan d'affaires. Mais en résumé, il peut y avoir des avantages et des inconvénients dans tous les canaux de mise en marché. Parlons un peu de distribution logistique. On questionnait les entreprises sur comment ils assuraient les livraisons, la distribution de leurs fruits là, dans les différents canaux de mise en marché. Bon, c'est assez variable, encore une fois. Il y en a qui font que de la vente sur place. Il y en a qui vont faire des livraisons à des intermédiaires, par exemple, là, ceux qui livrent dans des épiceries. Il y en a qui vont faire affaire avec des distributeurs ou des grossistes. Donc, puis l'équipement dont ils ont besoin est variable en fonction de ça. Donc, il y en a qui sont équipés avec un camion réfrigéré, d'autres qui ont un véhicule là, qui n'est pas un camion réfrigéré, mais on
on a installé des petits systèmes de climatisation, ou même, il y en a qui font carrément ça avec leur véhicule personnel, avec des glacières, puis tout dépendant des volumes. Donc, c'est très variable là aussi, au niveau de la distribution. Je pense que ce qui est important de discuter, c'est plus au niveau des enjeux. Ben, le temps consacré à la livraison, on en parlait tout à l'heure, mais ça prend du temps faire les livraisons, tout dépendant de où on est situé géographiquement, ben, ça peut être très long. Puis c'est souvent difficile d'estimer le temps que ça va prendre là, puis, pour faire les livraisons là, quand on va commencer à développer la mise en marché. Avec le temps, on vient qu'on connaît bien nos, le temps que ça nous prend pour faire ça, mais au début, c'est difficile à évaluer. Des fois, on a c'est l'équipement qui est pas qu'on n'a pas tout simplement pour faire, on n'est pas capable de faire des livraisons là, loin parce que justement on fait ça avec des glacières dans notre auto, ben ça limite certains canaux de mise en marché. Un constat qui est fait, c'est que les entreprises qui font principalement leur mise en marché proche dans un rayon de 10 à 30 km maximal optimisent vraiment les coûts puis la logistique là, à ce niveau-là. Des stratégies qui vont être adoptées pour ces enjeux-là, ben, il y en a qui vont ajuster la distribution en fonction des volumes, de la demande, les produits d'appel qui ont une forte demande, ben là, qu'on peut aller chercher un meilleur prix, on va peut-être multiplier là, les canaux puis la livraison, puis on va être prêt à le faire. Puis certains vont préférer travailler avec des grossistes, faire des gros volumes, puis monter des palettes, puis pas se casser la tête. Donc là aussi, c'est variable. Des perspectives pour les aspects de distribution logistique, ben, plusieurs ont de l'intérêt pour de la mise en marché ou de la distribution commune, de s'organiser pour la distribution, puis peut-être d'avoir des ententes ou de la collaboration avec des transporteurs régionaux quand on est un groupe de producteurs, là, qu'on a un peu plus de volume. C'est important aussi de mentionner, c'est pas écrit là, mais il y a certaines régions qui ont des défis particuliers au niveau de la distribution. Tu sais, on avait des discussions avec des intervenants dans le Bas-Saint-Laurent, puis avoir accès à des transporteurs qui ont des camions réfrigérés, c'est un défi. Donc, ça joue sur la distribution qu'on peut faire de nos fruits là, quand on est limité là, avec ces services-là. Donc, parlons des différents défis là, qui sont ressortis là, sur différents aspects. Mais premièrement, faire la promotion, faire connaître les fruits. On pense entre autres aux fruits émergents, sureau, etc., argousier. C'est des fruits qui sont moins connus, donc la demande est moins grande pour ces fruits-là. Donc, il faut les faire connaître. Il faut accentuer les efforts de marketing à ce niveau-là pour développer l'intérêt pour ces fruits-là. Le fait qu'il y a des importations qui vont... on a des fruits d'un peu partout maintenant, puis ça a un peu déréglé notre perception au niveau de la saisonnalité des fruits. Donc, il y a clairement un besoin d'éducation sur le fait que c'est pas normal qu'on ait des fraises à l'année dans les épiceries. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, il y a des besoins au niveau d'éducation. C'est mentionné souvent. Faire comprendre la saisonnalité des fruits, puis le temps des fraises, le temps des pommes, etc., etc. Mais pas juste pour ceux-là. Ceux-là que j'ai nommés, souvent on le connaît. Mais pour les autres fruits aussi qui sont moins connus, il y a de l'éducation à faire là, à ce niveau-là. La concurrence de l'importation semble particulièrement un enjeu dans le cas du raisin de table, où les raisins de table locaux sont des plus petites grappes, coûtent quand même sensiblement plus cher, les raisins importés étant des fruits qui viennent en très grosses grappes, qui sont très gros, qui coûtent pas cher. Donc, ça a été nommé là, que dans le cas du raisin de table, même si les produits ne sont pas du tout semblables, les gens ont comme référence le raisin importé.
Exact. Merci, Geoffroy. C'est vrai, Geoffroy et moi, on a eu la discussion avec une conseillère sur ce sujet-là. Puis c'est intéressant parce que le raisin de table au Québec, c'est comme une culture émergente. Mais le raisin, c'est pas une culture émergente. On connaît le raisin. Tout le monde achète des raisins à l'épicerie, mais c'est pas le raisin qui est produit au Québec. Donc, effectivement, les fruits sont pas exactement les mêmes. Des gros raisins verts. Comme ça, on n'en produit pas au Québec en ce moment. Donc, il y a il y a tout cet aspect-là là, qui était particulier, là, entre autres au raisin de table, là, qui est un fruit émergent, mais pas émergent en même temps. Donc, encore une fois, perception au niveau des consommateurs. Bon, encore dans la promotion découverte des produits, bon, des fois, limitation au niveau du marché, encore une fois, des produits de niche émergents, bon, on en discutait à l'instant, qui demandent une certaine éducation, publicité, tu sais, comme mieux faire connaître les fruits, ça peut limiter, là, justement, là, on doit les faire connaître pour qu'il y ait plus de demandes. Donc, on peut saturer dans certains cas dans les petits fruits émergents au niveau de la demande. La production est là, mais oups, on atteint un certain plateau à un moment donné dans la demande. Donc, limitation de la clientèle locale. Dans certains cas, tout dépendant de notre situation géographique, le bassin ou le pool de population est pas assez grand pour ce qu'on voudrait distribuer. Donc, être en mesure de rejoindre les grands centres ou être capable d'aller distribuer dans les grands centres pour écouler notre production, mais ça amène aussi des défis de logistique, de transport, etc., de distribution. Ce qui sortait aussi peut-être manque d'outils pour connecter les producteurs consommateurs, donc avoir des meilleures technologies, des applications, des plateformes pour faire du marketing, de la mise en marché, faire connaître les fruits, faire carrément de la mise en marché aussi. Je pense qu'il y a de l'intérêt pour développer là, ces plateformes-là. Ensuite, bon, on en parlait pour ce qui est de la concurrence, on en parlait tout à l'heure, pardon, au niveau de bon, la concurrence qui se fait entre certains producteurs qui ont des prix plus ou peut-être trop bas. Donc ça, c'est revenu quand même souvent dans les discussions. Donc, ça semble être présent, cette espèce d'enjeu-là de comment on fixe les prix. On décide nous-mêmes, mais il y a un enjeu aussi pour tout le secteur là, quand on fixe nos prix. Donc, Si je peux me permettre, vas-y, ça, c'est une perception des producteurs. Il y a certains critiquent que leurs concurrents, selon eux, vendent en dessous du coût réel de production. Mais en quelque part, personne ne connaît son coût de production réel. Il n'y a personne qui nous a dit qu'il basait son prix sur son analyse de coût de revient ou nous a dit faire une analyse de coût de revient. Donc, on demeure dans la perception, mais c'est quand même important là, comme enjeu si les gens sentent que ben, certains des prix qui sont sur le marché, pour eux, ne leur permettraient pas d'atteindre une rentabilité. Ça veut dire qu'il y a quand même une dichotomie là, importante entre les entreprises. Oui, puis on en discutait, tu sais, personne a mentionné ou avoué couper les prix. Là, fait que c'est pas parce que des fois, c'est pas nécessairement intentionnel là, pour les producteurs qui ont un prix peut-être trop bas. C'est juste c'est ça leur prix, puis ils n'ont pas nécessairement eu cette stratégie-là de dire je vais couper les prix puis pour vendre plus puis compétitionner mes voisins. Là. Donc, c'est important de le mentionner. Il y avait, ce qu'on voit aussi des fois, c'est une saturation de certains marchés. Par exemple, dans les marchés publics où bon, l'achalandage, des fois, stagne ou peut-être même en perte de vitesse là, dans certaines régions. Donc, essayer de revaloriser ces canaux de mise en marché-là, puis trouver des stratégies pour augmenter l'engouement dans ces canaux-là. Je vais peut-être passer un peu vite sur certains aspects. On avait beaucoup d'éléments là, en termes de mise en marché. Je vois l'heure qui avance. Il y a des éléments que je veux présenter. Donc, vous allez avoir accès à la présentation si je passe vite sur certains points. Puis, n'hésitez pas à nous poser des questions là, par la suite si vous voulez des précisions sur certains éléments. Ce qu'on voit aussi, bon, des fois, pression sur les marges, maintenir des marges suffisantes là, avec
tout en choisissant un prix qui est concurrentiel, c'est difficile. Faible densité de population dans certains coins, là, ça, on en a déjà discuté. Certains ont discuté aussi des contraintes réglementaires, là, quand on parle de transformation, par exemple, ou certaines certifications. Là, on pense à Canada Gap pour vendre dans les épiceries ou pour les permis de production de cidre ou pour vendre à la SAQ, par exemple. Donc ça a été mentionné. Puis tout ce qui est défi de gestion, développement de l'entreprise, tu sais, avoir un bon plan de mise en marché avec une gestion des risques, de bien planifier la mise en marché avant de démarrer, c'est important. C'est pas tout le monde qui le fait, mais ça vaut la peine de le faire. Développer des systèmes de gestion à l'interne pour comptabiliser vraiment bien là, les ventes, les heures travaillées, etc., etc. Des fois, on est limité par le manque d'infrastructures, le manque de développement d'entreprise est limité par manque de installations pour transformer, congeler, entreposer les fruits pour étaler la saison de vente. Donc ça, on voit ça aussi. Défi de logistique là, aussi également. Diversification de l'offre de la production. Des questions, est-ce que ça met tout ça, la pression sur les entreprises pour diversifier? On parle souvent, c'est une bonne stratégie pour étaler la saison, etc. Mais quand même, diversifier, ça demande d'autres connaissances, du temps. Donc, c'est pas une panacée non plus. Idem pour la transformation. Pour avoir une valeur ajoutée, on en a discuté tout à l'heure. C'est une avenue intéressante pour valoriser les déclassés, etc., peut-être avoir des meilleures marges, mais c'est des investissements aussi, c'est du temps, donc c'est des questions là, qui se posent pour le développement de l'entreprise. Je pense rapidement sur ça, mais on questionnait aussi les entreprises sur l'intérêt de collaborer avec des associations. Donc, il y en a plusieurs des associations. Il y en a qui sont spécialisées par fruits. Là, on pense les Fraises du Québec là, qui font fraises framboises, Camerise Québec qui est très active. Il y en a plusieurs. Il y a des associations là, au niveau de la mise en marché, des associations régionales. Il y a différentes formes d'associations. Ça, je pense que c'est intéressant. On posait la question, pour vous, c'est quoi l'avantage? Donc, comment on perçoit les avantages au niveau de l'association? Ça peut permettre de structurer la filière, avoir du soutien technique, des informations. Donc, le fait de se regrouper, ça aide à ce niveau-là. Développer le marketing, avoir une meilleure visibilité, faire connaître le fruit. Pas nécessairement juste de faire la mise en marché, mais faire la promotion des fruits. Ça revenait souvent. Tout l'aspect réseautage aussi, pouvoir discuter, partager, être en mesure de partager nos stratégies avec les producteurs là, dans les mêmes productions. C'est intéressant. Tout l'aspect recherche et développement aussi, là, entre autres pour les cultures émergentes, là, c'est plus, ça revient souvent. Donc après ça, pour les limites au niveau des associations, ce qui nous était évoqué, donc des fois, les associations ne répondent pas nécessairement bien aux besoins spécifiques de l'entreprise, peut-être des fois plus adaptées, mieux développées dans les cultures connues, là, fraises, framboises, pommes, etc. Mais pour les cultures émergentes, des fois, peut-être un peu moins. C'est sûr que quand on s'investit dans une association, il peut y avoir des frais associés à ça, mais aussi du temps, donc s'investir dans l'association. Puis, des fois, on manque de ressources là, pour développer là, des nouvelles filières là, dans les fruits émergents, par exemple. Donc, la question sur est-ce que ce serait pertinent de créer une association pour les cultures émergentes, le fait de les regrouper, peut-être, oui, s'inspirer des Fraises du Québec, entre autres, ou des associations qui en ont derrière la cravate, ça peut être intéressant. Puis de développer la mise en marché collective aussi. Des cuisines collectives aussi, peut-être. Oui, effectivement, je vais y venir après dans les conclusions. Donc, j'arrive aux conclusions. Je vous fais un petit topo. Là.
les constats, je vais passer vite là, sur ça, mais pour qu'on ait le temps de discuter, mais les constats qu'on fait là, en résumé, bon, difficile d'avoir tous les talents. On parlait lors du dernier webinaire de quand, pour la main-d'œuvre, quand on est producteur, on doit avoir tous les chapeaux, là, produire, mettre en marché, faire de la gestion, etc. Donc, c'est rare qu'on va être bon dans tout ça. On a souvent nos compétences, bon, fait être bon dans tout, c'est difficile. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les fermes en démarrage vont se concentrer davantage sur les aspects de production que de commercialisation, marketing, etc. Difficile d'être entre les deux. Ça revenait aussi dans les discussions. Est-ce que je reste petit puis je fais de la vente directe ou je fais plus gros puis je vais avec du volume, avec des distributeurs, mais là, les marges sont moins grandes. Donc, il y a un dilemme souvent qui s'installe à partir d'une certaine grosseur d'entreprise. Le marché qui peut saturer rapidement, j'en parlais tantôt avec les cultures émergentes, par exemple, là, les fruits moins connus, donc moins de demandes là, pour certains fruits. Quelques pistes de réflexion. Ne pas sous-estimer la mise en marché, qui est un aspect important. Souvent, on focus des fois sur la production, puis c'est important, mais toute vente, c'est un autre métier, puis il ne faut pas négliger ça quand on est en entreprise. Trouver des manières d'étaler les récoltes, on en a discuté souvent pour étaler, que ce soit en diversifiant les cultures là, ou avoir de la transformation, de la congélation, etc., etc. Développer des collaborations, partage d'équipements, partage de main-d'œuvre, mais aussi peut-être de cuisine, etc. En lien avec ça, la mutualisation d'équipements pour la transfo. Il y a des entreprises qui offrent ces services-là aussi, potentiellement dans votre région, donc regardez ça. Développer un créneau qui permet de se démarquer. Bon, l'agrotourisme, par exemple, développer un produit d'appel, on en discutait tout à l'heure. Développer progressivement l'entreprise, ça revient souvent, bon, oui, diversifier tout ça, mais d'y aller étape par étape pour ne pas se perdre dans tout ça. Je pense que c'est important aussi, s'assurer que chaque aspect est consolidé avant de passer à l'autre étape. Puis, bon, travailler à faire développer les marchés, faire connaître les petits fruits émergents. Bon, je l'ai parlé un peu plus vite tantôt, finalement, mais est-ce qu'une association pour regrouper les petits fruits émergents pourrait être intéressante? Quelle forme, quels fruits sont inclus, etc. Plusieurs questions qui y venaient. Puis pour finir, je termine avec ça rapidement. On posait souvent la question, quel conseil avez-vous à donner à la relève? On posait ça aux conseillers, mais aussi aux entreprises. Puis on vous en a résumé quelques-uns. Bon, se former avant de commencer, idéalement. Ça, c'est moi qui ai rajouté ça parce que je suis enseignant. Mais ça revenait souvent d'aller se former, aller prendre de l'expérience avant de démarrer, puis d'aller visiter plusieurs modèles de ferme, puis pas juste dans la production, voir un peu la mise en marché, l'essayer, expérimenter. Ça revient tout le temps. Là, aller prendre de l'expérience dans les différentes sphères, ça vaut la peine. Utiliser toutes les ressources disponibles, bon, aller chercher du conseil là, financier, gestion, les conseillers au MAPAC. On ne rappellera jamais assez que au MAPAC, c'est gratuit, les services, donc profitez-en. Bien se préparer avant de démarrer, bon, bien choisir son site, prendre le temps de bien réfléchir à son affaire puis de développer ça progressivement, là, ça revient souvent. Bien s'entourer, développer un réseau, travailler en collectif, diversifier, on en a parlé, développer l'entreprise progressivement, avoir du cash. Il y en a plusieurs qui mentionnaient ça. Avoir de l'argent avant de démarrer, avoir les reins solides pour être démarrer et puis pas se retrouver là, avec des marges à côté partout dans tous nos prêts. Bon, avoir de l'argent pour démarrer, c'est pas nécessairement obligatoire. Il y en a qui sont inventifs puis qui arrivent à vraiment bien se démarquer, là, même s'il n'y avait pas une immense mise de fonds pour commencer. Donc, c'est important de le mentionner. Donc, voilà. Je m'excuse, j'ai rushé un peu à la fin. Je voulais qu'on se garde un peu de temps pour les questions. Il y a énormément de stock. On a, je pense, coupé la présentation là, dans les 2 derniers jours. Là, ça aurait pu durer 3 heures, cette présentation-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, même par la suite, là, sur les aspects de mise en marché. Là, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Geoffroy. On a déjà une première question d'Annie-Claude Bossé. Oui, bonjour.
Bonjour. Ma question, c'est, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris quand vous avez mentionné d'avoir un réseau des cuisines MAPAC qui serait disponible pour la location, mettons. Est-ce que ce réseau-là, il existe déjà ou est-ce qu'il est à construire? C'est ça que j'ai pas compris. OK, merci pour la question. Ce qu'on mentionnait, c'est que d'aller voir, tu sais, certains, il n'y a pas nécessairement, en tout cas, à ma connaissance, de réseau de cuisine MAPAC. Parfois, on a des voisins peut-être qui ont développé la transformation pour leur entreprise. Ils ont une cuisine déjà certifiée MAPAC, puis ils ne l'utilisent pas à l'année, par exemple. Donc, peut-être d'avoir des collaborations avec ces producteurs-là. Mais aussi, tu sais, je pense à Culture Innov qui ont développé le centre de conditionnement pour les membres. Ben ça, bon, c'est dans la région de l'Estrie, mais tu sais, il peut en avoir des initiatives comme ça, là, je pense que la mutualisation d'équipements pour les aspects de transformation, c'est une avenue intéressante, là. Mais c'est à développer dans certaines régions, là, c'est pas partout. Il y en a qui existent. Il y a quelqu'un dans le chat là, qui a partagé la petite usine alimentaire. Je ne le connaissais pas. Il y a le Citan, je ne sais pas si ça existe encore, qui était à Nicolette. Moi, personnellement, je pense que c'est une voie d'avenir si on veut faire de la transformation parce que chacun qui a sa petite cuisine de commercialisation qui sert 3 semaines par année, qui demande beaucoup de main-d'œuvre parce qu'on est dans un processus artisanal, je pense que ça permettra pas de produire un volume de produits à faible coût. Donc, on va demeurer là, dans un marché de niche avec des produits quand même qui se vendent à un prix très élevé, là. Si on veut accéder à une échelle supérieure de volume de fruits commercialisés en produits transformés, il faut aller chercher des économies d'échelle au niveau de la transformation. Il y a Est-ce que Oh, pardon. excusez-moi, juste pour compléter, est-ce que vous suggéreriez plutôt que ce soit développé par MRC ou par qui Ben, seraient les gens? Je veux dire, mettons que je voudrais connaître ça. C'est-tu ma MRC qui est le meilleur endroit d'approcher? Ben, je pense que mon avis là-dessus, c'est que idéalement, ce serait par MRC ou par, tu sais, par territoire proche. Puis souvent, il n'y en a pas partout. Tu sais, je pense il y avait la petite usine de transformation à Pointe-Égamouk, puis on les avait rencontrés, puis ils nous disaient qu'il y avait un client qui partait de la Gaspésie pour venir faire sa transformation en location. Donc, tu sais, il y a clairement, je pense que c'est sûr que plus c'est proche, mieux c'est là. Mais est-ce que ça dépend aussi du pool, tu sais, de producteurs tu sais, qui auraient besoin de ces installations-là, mais clairement que ça revenait souvent l'intérêt pour ça, là. Merci C'est sûr que beaucoup. ça doit être à l'échelle régionale. On a notre collègue Christine Villeneuve au CISA qui travaille sur des projets comme ça aussi. Mais toutes ces questions-là, là, ça devra être discuté à la prochaine phase du projet qui est vraiment nos ateliers là, de réflexion et de démarrage de projets collectifs. Exact. Merci. Il y À a une développer en personne 2025. Je voulais juste mentionner qu'il y a une personne dans le clavardage qui mentionnait que le Citan n'existe plus. OK. Et nous avons une nouvelle question de Geneviève Boutet. Oui. Oui, vous parliez là, dans le fait que les entreprises ne vendent pas souvent au prix que ça leur coûte, qu'ils n'ont pas évalué le coût de revient, en fait, leur coût de production, puis qu'il y a de la concurrence entre les entreprises là, un peu sur le prix de vente. Est-ce qu'ils font des études de marché avant de se lancer? Est-ce que c'est la question, est-ce qu'elle a été posée? Est-ce Il qu'on ne l'a la semble pas qu'on l'a posé. ta question, c'est est-ce qu'on a posé la question sur le Oui, fait qu'ils aux faisaient gens des études de qui se marché? démarrent, là, qui se sont démarrés, là, est-ce qu'ils ont fait une étude de marché à savoir ben, quelle entreprise autour d'eux vendent, à quel prix, est-ce qu'ils vont être capables d'accoter ou de rejoindre ce marché-là? C'est variable, c'est très variable. Il y en a que pas du tout. Ils n'ont aucunement fait ça, puis on plante, puis après on se pose les questions. Ça va de ça jusqu'à, il y en a qui ont des plans d'affaires solides, puis qui se sont posés ces questions-là. La plupart du temps, ceux qui ont fait une formation
vont se poser ces questions-là. Dans les techniques en gestion d'entreprise agricole, par exemple, que ce soit dans les cégeps ou dans les ITA, ils terminent leur deck en développant un plan d'affaires. Donc, ceux-là, oui. Mais il y en a que pas du tout. Puis, bon, après, ils vont... quand les fruits arrivent, puis ces questions-là se posent par après. Là. Donc, très variable. OK, merci. Vous auriez une dernière question de Benoît Pellerin. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour, M. Pellerin. Bon. Est-ce possible d'ouvrir votre caméra? Malheureusement, désolé, Non? je l'ai pas, je m'excuse. Pas de Mais problème. c'est pour faire suite au dernier commentaire, juste parler de mon expérience, là. Moi, j'ai fait faire mon plan d'affaires, je me suis fait accompagner par la MRC, quelqu'un qui a monté mon montage financier, une professionnelle. J'avais j'avais un agronome du MAPAC, j'avais mon agronome à Culture Innov. J'ai fait un cours de gestion d'entreprise agricole. J'ai fait backer mon plan d'affaires par l'agroéconomiste à l'UPA. Je veux dire, j'avais des lettres d'intention d'acheteur. Je pense que j'ai fait mes devoirs, là. T'as fait tes devoirs. Puis mon entreprise, il a fallu que je me revire sur un dizaine, bout pour bout, sur ma mise en marché parce que entre le moment où j'ai planté puis le moment où j'étais prêt à vendre, le marché avait changé complètement puis il n'y avait plus rien qui était valide. Puis j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu juste parce que j'ai réussi à me revirer sur un dizaine, faire une mise en marché complètement différente de ce que j'avais prévu. Fait que on a beau essayer de se préparer, des fois, là, la vie arrive. Là. Le délai que ça prend avant que le verger soit productif est certes un enjeu à ce niveau-là. Est-ce que je peux savoir c'était quelle culture et quel canot de mise en marché Moi, c'est avant la et après? Camerise. Ouais. Moi, c'est la Camerise, puis c'était pour faire la vente en gros. J'avais une lettre d'intention d'un acheteur, puis j'avais pris les données du crack aussi, là. J'avais essayé d'avoir une prévision pessimiste, puis même à ça, là, ça ne marchait pas du tout. Finalement, je me suis viré de bord, je fais de l'autocueillette, la vente au marché frais, la vente congelée, puis là, je me lance dans les produits transformés. Puis dans tout ça, là, où mes marges sont les moins bonnes, c'est les congelés. Les fruits congelés, c'est là où il en reste le moins dans mes poches. Ben, Oui, c'est ça, c'est pas une transformation à valeur ajoutée. Mais dans la merci Camerise... pour ton commentaire, c'est super intéressant. Puis, tu sais, effectivement que les planifications, puis surtout quand on est dans un contexte où ça prend plusieurs années avant que les fruits arrivent, c'est un enjeu. Tu sais, on vit en ce moment une inflation là, importante. On le mentionnait dans un autre webinaire que on pense que les données qu'on a technico-économiques ne sont plus à jour, puis ils l'étaient là 4 ans. Tu sais. Donc, c'est vrai que ça bouge vite. Puis en tout cas, bravo pour les initiatives. Là. La Camerise est un cas particulier parce que je pense qu'il y a eu une vague de démarrage dans les 5-10 dernières années là, de vergers de Camerise. Oui, c'est de plus en plus connu. Je pense qu'il y a des gens qui se démarrent, je ne dis pas que c'est votre cas, mais en pensant que bon, les gens commencent à connaître ça, il n'y a pas beaucoup de producteurs. Ils se démarrent, mais finalement, quand leur verger tombe en production, là, il y a déjà quelques fermes qui font de l'autocueillette autour de chez eux déjà. Moi, j'ai l'impression, puis on l'a entendu quelques fois, là, qu'il semble, malgré que c'est un marché très petit, avoir une saturation là, du marché pour la Camerise, en tout cas de l'autocueillette et dans la vente directe dans certaines régions, à cause des nombreuses fermes qui sont démarrées dans les dernières années. Est-ce que ça prendrait une promotion collective de la Camerise plus forte pour stimuler la demande? Ça peut peut-être faire partie des solutions. Je pense que la même chose est arrivée avec l'argousier. Il y a eu un engouement, il y avait de la demande plus que de l'offre. Puis là, on a atteint un espèce de plateau là, dernièrement là, sur. Je discutais avec Francis chez Culturina, puis il me disait que bon, au niveau des démarrages en argousier, ça avait vraiment stagné, puis c'est dû au fait, ou même les agrandissements, parce que bon, le marché a comme stagné. Fait ça, c'est dur à prévoir. Effectivement. On peut entrer vraiment une dernière question, dernier commentaire d'Olivier Brière. Si on veut respecter notre temps. Bon, on l'a déjà dépassé, mais ça prouve que c'est important de tenir un événement en 2025 pour continuer la conversation. Monsieur Brière. C'est vraiment juste un tout petit commentaire. En fait, lors du dernier webinaire, on mentionnait en fait non plus qu'il n'y a pas de modèle déjà clé en main là, à la Jean-Martin Fortier là, de ferme déjà comme packagé micro-productive ou je ne sais pas quoi. En fait, ce sont toujours des
ça devient aussi difficile d'implanter quelque chose en bâtissant de toutes pièces de chacun des plans d'affaires aussi. Est-ce que vous avez bien entendu, Geoffroy, Philippe? Parce que c'était un J'ai peu manqué la saccadé. fin. Ouais, Ouais. je pense que C'était Olivier, choppy ton pas mal. son, c'est peut-être à cause de ton casque d'écoute, je sais pas, mais ça glitchait beaucoup. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que, bon, on parlait dans un dernier webinaire des modèles, là, tu sais, sur petite surface, mais chaque entreprise a un modèle très différent, puis ça dépend d'un paquet de facteurs. Est-ce que c'est ça que tu voulais amener comme point? Bon, c'est ça. Fait qu'effectivement, tu sais, puis on le voit, là, puis vous le voyez aussi dans ce qu'on vous présente, tu sais, on a bon, un échantillonnage qui est limité aussi, là, on n'a pas passé 150 fermes en entrevue, mais il y a une grande variabilité dans la réalité de chaque entreprise, donc ça joue aussi, là. Chacun a son contexte. Je vous remercie déjà, je vous remercie tout le monde, je vous remercie tous les participants. C'est déjà l'heure de clore ce dernier webinaire de la série. Merci vraiment à nos deux présentateurs, à toute l'équipe de chercheurs derrière ce beau projet de recherche. Je remercie encore une fois le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec pour le soutien financier au projet, ainsi que bien sûr nos collaborateurs partenaires au projet qui sont Culture Innov, la Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille, le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais et le Motel agricole des Basques. Je vais laisser la parole. J'aimerais aussi remercier, je ne pourrais pas les oublier, l'ensemble de l'équipe de recherche, dont Camille Auburn, Audrey Roy, Mélodie Laroche, Marie-Claude Biron, qui étaient derrière à vous répondre dans le canal de conversation. Mais j'aimerais maintenant laisser la parole à Catherine Féberge, qui est également chercheuse chargée du projet, qui va pouvoir vous en dire plus long sur l'événement qui s'en vient en mars 2025. Avant de clore ce webinaire. Oui, merci Kathleen. Dans le fond, on veut profiter de ce dernier moment de présentation de résultats pour vous inviter. C'est sûr qu'on va envoyer une invitation par courriel, mais c'est toujours bien de se faire présenter un peu les informations de vive voix. Donc, on va tenir un événement à la fin du mois de mars. On s'enligne autour du 27, là, mais ça restera à vous confirmer. Dans le fond, l'idée, c'est pour ceux qui seraient intéressés, qui ont des idées de projets sur leur territoire, qui touchent justement à la question de la production fruitière, aux entreprises fruitières de la relève, qui ont envie de venir amener leurs idées, leurs réflexions pour justement réfléchir à un projet un projet innovant qui pourrait soutenir les entreprises fruitières. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, peu importe de quelle région vous êtes, si vous avez envie d'être de la partie, d'être de la réflexion, on va amorcer cette réflexion-là donc à la fin mars. Puis, il y aura deux autres rencontres après qui seront en mode hybride. Mais c'est toujours des occasions intéressantes là, d'échanger, de discuter sur les enjeux que vivent les entreprises et puis de voir comment on pourrait trouver ou en tout cas proposer une solution innovante là, pour répondre aux besoins. Donc, vous serez invités là, éventuellement là, par courriel là, pour ceux qui se sont inscrits là, aux différents webinaires. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Donc, c'est ce qui conclut ce dernier webinaire. Donc, à l'image, à l'instar des deux premiers webinaires, ce dernier webinaire sera déposé sur la liste de lecture de notre page YouTube du CISA. Vous recevrez évidemment, comme on vous a dit, un courriel demain pour vous envoyer le lien ainsi que la présentation. D'ici là, on vous souhaite de joyeuses fêtes. On espère vous retrouver nombreux à notre prochain événement pour travailler ensemble là-dessus, à faire fleurir et pérenniser les entreprises fruitières de la relève. Je vous souhaite une bonne après-midi tout le monde. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Bye bye, merci.